fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui au séminaire et j'en profite pour saluer les collègues de l'Université de Sherbrooke qui sont avec nous par le biais de la visioconférence. Malheureusement, pour des raisons à la fois techniques et administratives, on a perdu les collègues de l'Université Laval, donc qui sait, peut-être en cours de route, on pourra les retrouver. Donc, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir 4 conférenciers que je vous présente tout de suite. Donc, il s'agit de Ghislaine Neal, coordonnatrice à la Direction des statistiques sociales et démographiques et de santé à l'Institut de la statistique du Québec. Son collègue Sylvain Légière, qui est coordonnateur à la Direction de la méthodologie et de la qualité, toujours à l'ISQ. Madame Patricia Caris, qui est directrice de la direction des études et des analyses au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, et M. Louis Rochelot, qui est directeur adjoint ou directeur général de l'hôpital Louis H. Lafondeur. Nous avons le plaisir de les accueillir et ils viennent nous présenter une enquête fort novatrice, comme l'indique le titre du séminaire. Il s'agit de l'enquête sur la satisfaction à l'égard des usagers à l'égard des services de santé et des services sociaux. Donc, sans plus tarder, je leur cède la parole. Merci. Merci. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de vous présenter cette enquête avec un long titre. Une enquête qu'on pense être novatrice et qui a un large potentiel d'analyse. Cette enquête-là, juste pour vous situer, elle a été réalisée au Québec en 2006-2007 elle a été réalisée suite à un mandat, elle a été réalisée par l'ISQ suite à un mandat qui lui a été confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux et les agences de santé et des services sociaux. Plusieurs personnes provenant d'horizons divers ont contribué au développement, à la réalisation de cette enquête, à l'analyse des données. En témoignent les travaux qui ont été publiés jusqu'à présent, que vous pouvez trouver sur la table ici. Je voudrais profiter de l'occasion, en fait, pour remercier tout particulièrement, ou pour souligner la contribution toute particulière de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, qui nous a beaucoup inspirés dans le développement de cette enquête-là, et de la Direction des études et analyses du ministère, qui s'est beaucoup investi aussi dans le développement et l'analyse des données. Aujourd'hui, on va tenter de vous intéresser à cette enquête-là, de vous mettre l'eau à la bouche de cette enquête-là, parce qu'au-delà de son intérêt intrinsèque, il reste beaucoup de choses à faire avec les données. Donc, on est loin, en dépit des publications que vous voyez là, d'en avoir exploité tout le potentiel. Donc, l'objectif de notre présentation, c'est de vous la faire connaître en abordant tour à tour de rôle, divers aspects qui sont reliés. Tiens, je vais y aller avec ça. Qui sont reliés à la pertinence de l'enquête, à ses assises théoriques, aux défis multiples, mais ô combien exaltants que cette enquête-là a posé en termes de collecte. Son caractère novateur, tant au niveau de la collecte qu'au niveau de l'analyse des données qu'on peut en faire, qui ont été faites en partie qu'on peut en faire. On va vous parler de sa portée, bien sûr. Et on va terminer avec ces perspectives d'analyse en vous proposant des pistes intéressantes de choses qui peuvent être faites à partir de ces données-là, en espérant que vous soyez nombreux pour venir les exploiter ici dans le cadre du CIX. Je passe la parole à Patricia. Ghislaine l'a mentionné, la première version de cette enquête-ci a été réalisée par l'Agence de Montréal, qui à l'époque s'appelait la Régie régionale de Montréal-Centre, en 1994. Ce qui témoigne du désir qu'a le réseau de la santé et des services sociaux d'être au courant du niveau de satisfaction éprouvé par les usagers. De 1996 à 2005, cette enquête-là a été reprise à différents moments par différentes agences ailleurs.
a évolué. Et en 2001, il y a eu, je dirais, un nouvel essor qui a été donné parce qu'on a commencé à vouloir augmenter notre capacité comme ministère et comme réseau d'être au courant de ce que la population pensait ou voulait des services. On note ici la mise en place des forums de la population. On va jusqu'en 2005 où on sait qu'il y a eu un projet de loi, une restructuration importante du réseau de la santé avec une responsabilité accrue sur le plan local au niveau des centres de santé et de services sociaux à l'égard de l'évaluation et de la satisfaction. Ça fait même partie des points associés aux ententes de gestion qui sont signés entre le ministère et les agences. Il faut voir aussi quelque chose qui a traversé ça, qui est en toile de fond un peu, c'est qu'en 2004, vous vous souviendrez peut-être qu'on avait eu aussi des problèmes qui avaient été très, très médiatisés, de situations difficiles dans les CHSLD, même des situations où il y avait eu des abus. Et il y avait eu de la part du ministre de l'époque une volonté de revoir de manière importante les différents mécanismes. Les mécanismes de plainte et les mécanismes de protection des droits et de surveillance de tous ces aspects-là. La volonté de revoir ça a été associée au sein du ministère à la création d'une nouvelle direction qui s'est appelée la direction de la qualité. Et cette direction-là voulait avoir un instrument parmi d'autres qui était de rendre plus systématique une enquête de satisfaction qui reviendrait de manière régulière. Donc, on a commencé à travailler avec les jeunes de l'ISQ à l'époque, dès 2005, les jeunes de l'Agence de Montréal, un groupe de travail, sur cette enquête qu'on a tenté de faire évoluer. Non seulement parce qu'on avait un bon matériel de départ, mais on voulait avoir quelque chose de un peu plus structuré que ce qui existait. On avait certains objectifs qui n'étaient pas exactement ceux de Montréal et en plus, on devait répondre à des besoins plus larges qui étaient ceux de toutes les régions. On voulait aussi, ce qui nous intéressait beaucoup dans l'enquête telle que Montréal l'amenait, c'était la question des attentes. On reviendra là-dessus tantôt, mais on sait très bien qu'on a souvent tendance à parler des attentes de la population à l'égard des services de santé ou des services sociaux. On sait très peu de choses en réalité sur ces attentes-là à partir d'un point de vue global. On sait un peu ce que les gens vont demander à chacun des intervenants, différents types de services. Mais de manière plus générale, systématique, documentée et un peu quantifiée, on n'avait pas grand-chose. Donc, on voulait essayer d'aller chercher ça pour alimenter un des aspects dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce qu'on pourrait avoir des grandes discussions là-dessus, qui était la question de la gestion par résultat. Vous savez qu'entre autres, ce que la loi a introduit, qui était déjà là, mais la loi 82, qui n'est pas mentionnée ici, qui est une loi qui touche tous les organismes gouvernementaux, c'est la nécessité d'avoir des plans stratégiques et des gestions par résultat, donc de proposer des objectifs et de pouvoir monitorer et vraiment associer des résultats concrets à certains objectifs. Toute la question de la satisfaction des usagers fait partie pour le ministère et le réseau de ces aspects-là. Donc, on voulait avoir le point de vue des usagers sur ces différents aspects. La contribution des usagers à l'amélioration de la qualité aussi, c'est certain que le point de vue des usagers contribue à définir ce que c'est la qualité. Je dis contribuer, je veux nuancer là, il faut bien voir que la qualité doit correspondre à une perspective qui est celle des cliniciens, à une perspective qui est celle des standards cliniques, à des standards administratifs, mais si on ne peut pas résumer la qualité à la satisfaction des usagers, on ne peut pas non plus dire que la satisfaction des usagers est étrangère à la qualité des services. On pourrait, c'est une discussion de fond dans ce domaine-là.
On pourrait très bien argumenter qu'un service peut être de grande qualité et la personne pourrait ne pas en être satisfaite parce que l'attitude de l'intervenant ou quelque chose a fait qu'elle n'est pas satisfaite, mais il n'en reste pas moins que ce serait très difficile de prétendre qu'à ce moment-là, les standards de qualité ont été atteints. Si la personne n'est pas satisfaite, on a un problème de base. Donc, le résumé, comme on le voit parfois en disant que seule la qualité perçue par l'usager compte, je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là, qu'il ne faut pas aller jusque-là, mais d'un autre côté, exclure la dimension qualité de la question de la dimension satisfaction de la question qualité, je crois que ce serait tomber dans une autre extrême. Donc, ils nous font part d'une évaluation de la qualité des services à partir d'un point de vue qui leur est propre. Je dois vous dire par ailleurs que ce n'est pas la seule enquête sur la qualité des services qui sera menée et le seul type d'enquête. Cette enquête-là est en quelque sorte une toile de fond qui nous permet d'accrocher d'autres enquêtes sur des aspects plus ciblés et plus spécifiques. Par exemple, en ce moment, on est en train de mener une enquête sur la qualité des services tels que décrits par les personnes qui ont été atteintes de cancer. Mais là, on parle d'une enquête beaucoup plus ciblée sur un type de service beaucoup plus défini, avec des questions beaucoup plus pointues qui vont chercher, à partir de standards de qualité, une transposition en questions précises à poser aux gens. Donc, cette enquête-là, celle dont on parle aujourd'hui, c'est une toile de fond, mais il y a d'autres aspects qu'on devra documenter pour être certain d'aller chercher des aspects beaucoup plus spécifiques. C'est bon? Donc, Patricia vient de nous parler un peu là, de comment on situe, dans le fond, la satisfaction dans un cadre qui est plus global. Moi, pour ma part, je vais vous parler peut-être des aspects ou des assises plus théoriques. Dans le fond, si on prend les éléments qui ont été énoncés par Patricia, on pourrait dire que la qualité, somme toute, on peut la définir selon deux grands volets. Et ici, vous avez un cadre de référence qui est largement utilisé par les gens des établissements puis dans le réseau de la santé. On va donc dire que la qualité peut se définir en deux volets, soit ce qu'on appelle la qualité voulue, qui fait référence à l'ensemble des cadres normatifs qui existent. Et ces cadres normatifs-là, ils peuvent être de nature clinique, comme ils peuvent être de nature administrative. C'est aussi les guides des bonnes pratiques là, qui peuvent être publiés par différents organismes. Mais à côté de ça, il est essentiel de regarder un autre aspect de la qualité et ce qu'on appelle la qualité attendue. Donc, ce sont les attentes des usagers, ce sont les normes, entre guillemets, des usagers, puisque naturellement, ce n'est pas codifié, ce n'est pas aussi clair. Ça peut être variable selon les groupes d'individus. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'à cette qualité-là qu'on va définir de différentes façons, on doit se doter de moyens pour aller la mesurer, pour pouvoir aller l'apprécier, de sorte d'améliorer la qualité ou de faire de la reddition de compte. Et donc, à la qualité voulue, on va aller mesurer la qualité rendue. Ici, il y a une série d'outils qui existent, qui vont nous permettre de façon assez rigoureuse, puis je vous dirais très souvent objective, parce que c'est basé beaucoup sur nos tableaux de bord, sur des données administratives. On va aller voir jusqu'à quel point on réussit à rendre la qualité telle qu'on l'a planifiée. Lorsqu'on est dans les sondages de satisfaction, nous, on se situe plus de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la qualité perçue et qui, elle, va nous permettre d'aller mesurer l'écart avec la qualité attendue. C'est important de distinguer ces champs-là parce que quelquefois, il y a des gens qui disent ben, la satisfaction, c'est une perception, ça ne vaut rien. Et la satisfaction ne va pas aller mesurer votre qualité voulue. Ce n'est pas sa fonction. Elle est là vraiment pour regarder par rapport à l'individu jusqu'à quel point on a atteint, on a réussi à réaliser ses attentes. On va aller un petit peu plus loin. Alors, dans les assises théoriques, le concept de satisfaction, ici, vous avez le loisir de faire une revue littérature, vous allez constater que, notamment au niveau du réseau
au niveau des hôpitaux, des organismes qui œuvrent au niveau de la santé, les enquêtes de satisfaction tirent leur origine vers la fin des années 70, début des années 80. Il y a eu une série de théories successives pour expliquer ce qu'on mesurait vraiment en mesurant la satisfaction. Ici, je n'ai pas la prétention de vous présenter toutes les approches, mais peut-être les grands pas qui ont été faits, puis à peu près à l'endroit où on en est rendu. Il y a plusieurs auteurs qui proposent des variantes, mais disons que vous avez les principaux morceaux. C'est important qu'on les regarde successivement parce que c'est vraiment une évolution d'une à l'autre. La première théorie, ce qu'on a appelé le Fulfillment Theory, c'est la théorie du verre qu'on remplit. Les premières enquêtes de satisfaction disaient, dans le fond, ce qui va expliquer la satisfaction de quelqu'un, c'est plus on lui donne de service. Alors, plus on donne de service, plus la personne devrait être satisfaite. Ce modèle-là, très tôt, a été critiqué en disant, mais il faut tenir compte des attentes. C'est-à-dire que si les individus ont des attentes différentes, ça peut être la hauteur des attentes qui détermine la satisfaction et non pas le service qu'on rend. Autrement dit, à service égal, un individu pourrait être insatisfait puis un autre très satisfait parce que leurs attentes ne sont pas au même niveau. C'est ce qu'on appelle le Discrepancy Theory of Satisfaction. Si on avait une image à donner, c'est l'image du verre d'eau qu'on remplit, mais en tenant compte du fait que chaque individu a un verre qui n'est pas de la même grosseur. Ce modèle-là a été raffiné par la suite avec ce qu'on appelle le modèle assimilation-contraste. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, et vous allez voir que ça a des implications au niveau méthodologique, on s'est rendu compte que la relation entre les attentes et les services rendus n'était pas une relation linéaire. C'est-à-dire qu'il y avait un seuil de rupture. Le modèle assimilation-contraste, dans le fond, fait appel à des théories psychologiques où on dit que lorsqu'on demande à un usager de se prononcer sur sa satisfaction, bon, pour lui, c'est une occasion de faire un bilan par rapport à ses attentes et les services qu'il a reçus. S'il y a un écart entre les deux, ça crée une tension psychologique. Et dans le premier cas, c'est le modèle assimilation qui va entrer en jeu. C'est-à-dire que cette tension psychologique-là doit se résoudre et les répondants vont avoir tendance à faire fitter leurs attentes avec leur perception des services rendus. Donc, il va y avoir une distorsion cognitive pour réduire cette tension-là. Concrètement, c'est ce qui va nous amener à la réponse assez satisfaite. Hein? Une tendance centrale en disant « Oh, dans le fond, je ne m'attendais pas à tant que ça, c'est pas si pire, donc je suis satisfait. » C'est d'ailleurs ce qui explique que dans les sondages de satisfaction, même dans les situations où ça va très mal, on se retrouve avec des hauts taux de satisfaction qui tournent aux alentours des 80%. Et c'est d'ailleurs ce qui cause problème, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à discréditer les enquêtes de satisfaction pour cette raison. Par contre, il y a le phénomène de contraste. Le phénomène de contraste, lui, il dit qu'à partir d'un certain moment, il y a un seuil de rupture. Et là, la personne, elle va se dire pas du tout satisfaite ou, au contraire, va dire « Ah, c'est merveilleux, ça dépasse tellement mes attentes. » Et là, elle va aller vers une très, très grande satisfaction. Cette portion-là va se refléter beaucoup dans le choix de réponse qu'on appelle le très satisfait. Puis vous allez voir plus loin que les analyses sont basées sur les personnes qui se sont dites très satisfaites seulement. Et on n'utilise que cette catégorie-là pour l'analyse. D'ailleurs, je pourrais vous dire que d'un item à l'autre, l'écart, si je prends la proportion de personnes très satisfaites, puis je fais une analyse d'items, il y a environ 41 items, bien, l'item le plus bas, il y aurait peut-être 20% de personnes très satisfaites, puis le plus haut, ça peut monter à 60%. Donc, j'ai environ 40% d'amplitude entre le plus bas résultat et le plus haut. Et si je combine les assez et les très satisfaits, comme c'est souvent le cas, mon amplitude va se réduire à 20% à peu près, dépendant des segments de la population. Donc, c'est un peu ça, là, nos assises théoriques. Pourquoi est-ce intéressant maintenant de mesurer la satisfaction? Parce que certains vont dire, bien, on est dans le domaine des perceptions, donc ce n'est pas très solide. Mais cette donnée-là, ce qu'on va appeler l'écart de satisfaction, est en fait un écart qui est très intéressant parce que c'est un symptôme d'un écart qui se situe ailleurs dans le modèle. Alors ici, vous reconnaissez le modèle présenté plus tôt.
On peut dire que lorsqu'un individu ou un groupe d'individus se déclare insatisfait, cette insatisfaction-là, enfin, vient nous révéler une problématique qui peut se situer, qui peut correspondre à 3 cas de figure. Alors, le premier, en haut, c'est peut-être que l'insatisfaction nous révèle un écart d'attente. L'écart d'attente se produit lorsque un établissement, par exemple, a défini son offre de service et rend ses services tels que définis, mais un usager qui est allé chercher des services s'attendait à plus. Il n'y a pas eu une bonne communication dans la nature du service. Alors, l'usager dit « je m'attendais à avoir telle chose, je ne l'ai pas eu », puis il le dit à juste titre, il va se déclarer insatisfait. Bon. Face à un résultat comme ça, l'établissement aura à se poser la question, est-ce qu'on doit reviser notre offre de service ou bien établir un plan de communication de façon à bien exprimer l'offre de service aux usagers. Le deuxième cas de figure, c'est que l'écart de satisfaction exprime un véritable écart de qualité. C'est le cas où on a planifié une offre de service et pour différentes raisons, on n'a pas réussi à livrer le produit tel qu'il était planifié. Alors, par exemple, dans le réseau de la santé, on a certaines normes sur les temps d'attente et puis, quelquefois, vous voyez dans les journaux, les urgences, on n'y arrive pas. Et si les usagers se disent insatisfaits, c'est à juste titre, c'est un écart de qualité et c'est aux gens du réseau à réviser leur processus. Finalement, le dernier, qui est vraiment non négligeable, c'est peut-être un écart de perception. L'écart de perception se produit lorsque on a rendu les services tels que convenus, tels que planifiés, mais que l'usager ne s'est pas rendu compte qu'on lui avait bel et bien rendu ces services-là. Et ici, bien souvent, c'est un problème de visibilité, un problème de communication qui est derrière ça. Vous savez, quand vous allez dans certains magasins, je ne sais pas, au Nord, des trucs comme ça, vous avez peut-être remarqué que souvent, au niveau du service à la clientèle, les gens disent, regardez, on avait convenu qu'on ferait telle chose pour vous, puis à la fin du service, il y a un bilan qui est fait. Eh bien, ce bilan-là a justement pour fonction de réduire l'écart de perception vis-à-vis du service rendu. Alors, ce phénomène-là aussi existe dans le réseau de la santé. Maintenant, on comprend que ça peut être un mélange des trois. Alors, si on revient à notre enquête, donc, il y a deux éléments clés. C'est notre concept de service, c'est-à-dire qu'il a fallu définir ce qu'était un service de qualité du point de vue des usagers. Ici, c'est bien important parce qu'on ne pouvait pas faire ça sur le coin d'une table ou faire ça seulement avec des gens du réseau qui disent, nous, ce qu'on pense qui est important, c'est qu'il y ait plus de personnel, qu'il y ait telle chose, telle chose. Dans le fond, pour identifier les indicateurs qui font partie d'un questionnaire de satisfaction pour la clientèle du réseau, il fallait retenir des items sur lesquels les usagers désirent se prononcer et peuvent se prononcer. À titre d'exemple, ce serait très, très difficile de demander à un usager, selon vous, ou êtes-vous satisfait de la bonne communication entre les membres de l'équipe soignante? Les gens, quand on leur pose une question, ont le malheureux réflexe de répondre, même s'ils ne comprennent pas la question ou qu'ils n'ont pas les moyens d'y répondre. Et donc, ça fausserait nos données. Par contre, les usagers sont capables de dire s'ils ont à répéter leur histoire à chaque intervenant. Donc, c'est des nuances qui sont importantes. Alors, donc, on a défini un concept de service et la notion de satisfaction, on vient de la voir là, plus en détail. Ce qui fait que le questionnaire se compose d'une quarantaine d'items qui sont regroupés, disons, selon les grandes dimensions et sous-dimensions suivantes. Donc, les aspects relationnels, qui sont très importants, les aspects professionnels et les aspects organisationnels. Pour chacune de ces grandes dimensions-là, vous avez, dans le fond, des sous-dimensions là, qui nous permettent d'apprécier la qualité des services, mais tel que défini du point de vue des usagers. Ce concept de service-là émane beaucoup des travaux qui ont été faits par l'Agence de Montréal dès 1992. Le premier sondage est en 1994, mais le fondement de ça, ça a été une série de groupes de discussion, plusieurs, je pense une centaine de groupes de discussion, qui ont permis d'identifier les items les plus préoccupants
et de procéder à une réduction pour en arriver à une quarantaine de fois. Voilà. Maintenant qu'on comprend mieux la pertinence et les assises théoriques, les principaux concepts de base qui ont été utilisés pour la réalisation de cette enquête-là, on va parler des objectifs de la collecte et pour arriver quelque part à qu'est-ce qu'on pourrait faire dans nos meilleurs rêves avec les données de cette enquête-là. L'objectif général de cette enquête, c'était bien sûr de mesurer la satisfaction et les attentes des personnes qui ont consulté un professionnel de la santé dans un hôpital, une clinique médicale ou un centre local de services communautaires. De cet objectif-là, vous allez le voir, découle un tas de choses, notamment en matière d'échantillonnage. Plus spécifiquement, cette enquête-là visait bien sûr à estimer la satisfaction des usagers selon la consultation de référence dans l'un des 3 lieux de consultation de référence, selon la région de résidence, et on entend bien sûr par région de résidence la région socio-sanitaire. D'identifier les aspects jugés les plus satisfaisants et les moins satisfaisants à l'égard des services. Louis vous a parlé tout à l'heure de l'échelle de réponse qu'on a utilisée, et donc d'où l'importance de pouvoir distinguer ceux qui sont très satisfaits de ceux qui sont assez satisfaits. Autre objectif, et non le moindre, c'était de classer les attentes des usagers par ordre d'importance. Mon collègue Sylvain va vous en reparler plus tard, mais ça, c'était pas qu'un mince objectif. Une fois qu'on estime la satisfaction, qu'on identifie les aspects jugés les plus satisfaisants et les moins satisfaisants, et qu'on est arrivé à procéder à un classement d'attente, l'objectif ultime, c'était d'identifier des priorités d'action pour améliorer la satisfaction des usagers à partir d'une analyse conjointe de la satisfaction et des attentes des usagers, bien sûr. Et j'utilise bien le terme conjoint et non pas croisé. Même si dans le titre d'un des fascicules, on parle de regard croisé, ça ne veut pas dire analyse croisée. Les stratégies qui ont été utilisées pour rencontrer les objectifs fixés. Donc, il fallait avoir plus de 15 ans, il fallait vivre en ménage privé, bien sûr, dans l'une des 16 régions socio-sanitaires qui étaient couvertes par l'enquête. Il fallait avoir consulté pour soi-même ou une personne à charge un professionnel de la santé et des services sociaux dans un hôpital, une clinique médicale ou un CLSC au cours des 12 derniers mois. Pourquoi les 12 derniers mois? Parce que, comme vous pourrez le constater un petit peu plus loin, on cherche à documenter divers aspects de la satisfaction des usagers et qu'on pense que pour ce faire, il faut que l'expérience soit relativement récente. Pour que l'usager soit en mesure de nous parler de cette expérience-là. Plus que ça, ce qu'on sait aussi, c'est que le temps a quelque part une incidence sur la satisfaction des usagers, sur la façon dont ils vont rendre leur satisfaction. Donc, plus on s'éloigne dans le temps de l'expérience vécue, plus les gens ont tendance à aller se regrouper au centre. Donc, les très satisfaits vont devenir assez satisfaits, puis les peu ou pas satisfaits, ben, ils vont devenir assez satisfaits parce que finalement, ben, c'est pas si grave, dans le fond, quand on y pense. Vous me voyez venir. L'enquête a été réalisée par entrevue téléphonique. Elle était d'une durée d'environ 18 minutes. C'est à partir d'une génération aléatoire de numéros de téléphone qu'on a sélectionné l'échantillon. Puis on a estimé qu'on couvrait 93% de la population visée, ce qu'on pense être une bonne couverture. Maintenant, juste pour vous situer, on parle de la satisfaction des usagers. Donc, on ne parle pas de la satisfaction de manière générale, mais de la satisfaction des usagers. Donc, pour répondre à cet objectif-là, il fallait pouvoir identifier les usagers. Donc, on a une sélection aléatoire de numéros de téléphone, on arrive dans un ménage.
Ce qu'on cherche à faire, c'est d'identifier un répondant parmi les usagers du ménage, bien sûr, puisque ce sont eux qui font partie de notre population cible. Une fois qu'on a trouvé un usager, qu'on a sélectionné aléatoirement un usager, on va faire son profil. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez de la étape précédente où on a dit qu'on voulait, l'objectif, c'était d'estimer la satisfaction des usagers selon l'expérience, selon le lieu de consultation, il faut pouvoir établir les profils possibles parce que il est bien évident que dans une année, il y a des personnes qui vont avoir consulté à plus d'un endroit. Et comme ça, on ne le sait pas a priori, ben, il faut le documenter parce qu'on peut juste le savoir a posteriori. Donc, on identifie 7 profils possibles. Vous voyez par les intersections des ronds, on peut avoir 7 profils possibles. Il y en a 3 qui sont simples. Et donc, dans ce cas-là, ben, il n'y a pas sélection du lieu, évidemment, parce qu'il y en a juste un. Et dans le cas d'un profil multiple, on va sélectionner un des lieux. Comme le CLSC, qui fait partie des choses, des lieux visés, des lieux de consultation visés, on a évidemment ajusté les probabilités de sélection de manière à favoriser le lieu qui était le moins consulté, donc le CLSC. Tout ça visait évidemment, bien sûr, à réduire le nombre total de contacts à réaliser pour atteindre les objectifs de l'enquête. Cela dit, on peut toujours parler d'une sélection aléatoire. C'est juste qu'on a arrangé ça avec le gars des vues. On vous a dit aussi que les gens pouvaient avoir consulté pour eux-mêmes ou pour une personne à charge. Donc, on sélectionne un individu, on sélectionne un lieu et ensuite, on sélectionne le type de consultation pour soi-même ou une personne à charge. Évidemment, comme il y a juste 2 types, c'est une sélection aléatoire, 1 sur 2. Au total, c'est près de 39 000 répondants répartis dans 16 régions socio-sanitaires qui ont participé à l'enquête satisfaction. Maintenant, pour mesurer la satisfaction, on vous en a parlé, vous avez vu tout à l'heure dans un des schémas présentés par Louis, l'instrument qu'on a utilisé, 3 dimensions, autant de sous-dimensions et d'items à l'intérieur de chacune. Le choix d'un instrument de mesure, on est parti avec les items qui ont été identifiés par l'Agence de Montréal, qui étaient au nombre de 44. Suite au pré-test de l'enquête, on a retenu 41 items pour l'enquête québécoise parce qu'il faut voir aussi qu'on se situe dans le contexte d'une enquête générale et que c'était des items qui parlaient probablement davantage à des sous-populations. Par exemple, on demandait aux gens s'ils avaient été mis en contact avec des groupes d'entraide ou des groupes communautaires. Si vous allez passer un test sanguin, j'imagine que la personne ne va pas vous parler de ça. Donc, dans le cadre d'une enquête générale, ça générait beaucoup de non-réponses partielles. Donc, on a regardé ces aspects-là de manière à pouvoir retenir les items qui se prêtent à l'exercice qu'on voulait faire. Il y a, à la suite de ces 41 items, donc 41 items, 41 questions portant sur la satisfaction, il y avait une dernière question sur la satisfaction qui était placée à la fin de ces 41 questions qui portaient sur la satisfaction globale. On a choisi comme échelle de réponse une échelle de satisfaction à 4 points, donc où on peut retrouver, où les gens se distinguent selon qu'ils sont pas du tout, peu, assez ou très satisfaits. Ce faisant, on se distingue un peu plus de l'approche qui avait été utilisée par Montréal, qui, eux, ont utilisé davantage une échelle d'accord, qui, comme vous le savez, est souvent où on retrouve 2 pôles à l'intérieur d'une même échelle de réponse. Il y a 2 questions deux types de réponses qui s'inscrivent dans un pôle positif et 2 autres questions qui s'inscrivent dans un pôle négatif. Nous, on voulait
en fait, pas avoir de pôle positif et négatif, de manière à ce que les gens se sentent assez à l'aise pour se dire peu satisfaits, alors que des fois, les répondants sont peut-être un petit peu plus mal à l'aise de procéder, de répondre par la négative, en fait. Les variables de croisement qui ont été utilisées, je vous en parle rapidement. Il y a parfois confusion des genres entre la satisfaction et l'opinion. Je tiens à le ressouligner encore une fois, la satisfaction, dans le cadre de l'enquête québécoise, elle est mesurée par rapport à une expérience concrète de consultation, expérience concrète qui a été sélectionnée aléatoirement en cascade. On a quand même posé une question aux gens concernant leur opinion à l'égard du système, et la question disait de manière générale, que pensez-vous du système? Puis ça allait de bon, ça va bien à ben, il faut rebâtir la chose au complet. Et on trouvait intéressant l'idée de croiser ces deux choses-là, parce que si la satisfaction s'appuie sur une expérience concrète, il faut bien voir que les opinions qu'on mesure parfois sont perméables à beaucoup plus de choses que l'expérience. Ils sont perméables, l'opinion est perméable à ce qu'on voit dans les journaux, ce qui est arrivé à la voisine, ce qui est arrivé à votre papa, et j'en passe. Autre variable de croisement, bien sûr, il va sans dire, c'est les variables des caractéristiques sociodémographiques ou certaines caractéristiques de santé, puisque la théorie, bien sûr, nous dit que la satisfaction va varier en fonction de certains attributs personnels. On en a parlé tout à l'heure, par exemple, par rapport à l'âge, notamment. Je vais passer la parole à mon collègue. Merci, Gisèle. Donc, on poursuit avec, toujours dans l'instrumentation pour l'enquête, Gisèle vient d'aborder l'instrument portant sur la mesure de satisfaction. L'autre élément important dans l'enquête, c'est la mesure des attentes. Donc, il y avait... merci. Alors, donc, sur la mesure des attentes, finalement, le projet a démarré ici. On a construit quelques groupes de discussion. Le tout premier lieu réunissait des employés même de l'Institut de statistique. Il y a déjà de ça quelques années plus. Et il y a eu quelques groupes supplémentaires qui ont été aussi organisés de manière un petit peu plus systématique. Il faut s'apercevoir de quoi? S'apercevoir que finalement, si on donne aux gens la liste, à l'époque, c'était pour 41, c'était 44 items, la liste tout à fait originale. Et on demande aux gens d'essayer de les ordonner pour indiquer lesquels seraient les plus importants jusqu'à ceux qui sont les moins importants. Eh bien, c'est quelque chose qui s'avère possible si la personne a suffisamment de temps pour s'y consacrer. Et à la fin de l'opération, la personne reconnaît un sens à son classement, donc ça s'avère pertinent. Alors, donc, la difficulté, c'est de réaliser ça au téléphone avec un répondant, parce qu'on a 41 items à ordonner comme ça. Donc, la solution, c'est tout simplement de réduire temporairement le problème. Alors, donc, j'ai mis 3 étapes ici. C'est possible, finalement, dans un premier temps, on décompose l'information qui est contenue dans un classement individuel. Il faut savoir que dans un classement individuel de 41 items, si on considère des paires distinctes, 2 à 2, ça en fait 820. Et il faudrait comme se prononcer sur 820 paires distinctes pour finalement aboutir à un classement au niveau individuel. Donc, le deuxième sous-point, on va demander aux répondants de ne pas se taper des 820 verdict, mais seulement un petit nombre, environ 17, ce sera 10 pour la plupart. Et troisièmement, on dispose d'une technique pour la reconstitution de ces classements-là, donc d'essayer de remonter ça pour obtenir des classements, non pas pour des individus, pour des répondants individuels, mais pour des groupes de répondants. Donc, ça fonctionne à peu près de la manière suivante. Donc, on présente comme ça des paires d'items à répondants. C'est dans la deuxième partie du questionnaire. Après, ça survient. Après avoir parcouru les 41 items pour en mesurer la satisfaction, on va proposer aux répondants une dizaine de paires, comme ça. On peut aller, je pense, à la séquence suivante. Donc, chaque répondant se prononce sur une dizaine de paires choisies complètement aléatoirement parmi 820. Je dis 820,
Pas vraiment 820, plutôt 807. Il y en aura 13 de ces paires qui auront été jugées problématiques, c'est-à-dire que trop difficiles à administrer au téléphone, soit parce qu'elles comportent dans les libellés trop de mots identiques. Et en fait, même les définitions de libellés sont quand même assez voisines aussi. Même dans certains cas, il y a des concepts emboîtés où il y a un élément qui est pratiquement inclus dans un autre. C'est difficile donc, de comparer les deux choses. Pour ces 13 cas-là, on les a retirés complètement du terrain. Donc, ne les cherchez pas dans la base de données SIX, n'existe pas ces 13 paires. Elles n'ont jamais été administrées finalement aux répondants. Il n'y en a que 807. Et donc, on les a appliquées, ces 10 paires-là, de manière aléatoire, dans un fichier avant même de déployer ça sur le terrain. Ce qui fait que ces questionnaires-là, il n'y en a pas deux qui étaient vraiment identiques. Il y avait en principe à peu près tous, au moins un peu différent. On a aussi randomisé l'ordre des 10 paires, à savoir ce qu'on propose l'item A en dessous de manière systématique, ou on inverse, on a randomisé l'ordre. On a aussi randomisé l'ordre des 10, l'apparition des 10 paires dans la séquence des 10 questions sur cette section-là. Alors, ça nous en donne quand même, tout ça demeurait aussi possible si on disposait d'une paire d'échantillons imposante, ce qui est le cas ici. Donc, 1107 paires d'attente ont été comparées en moyenne 462 fois. Ça en fait, ça, c'est une multiplication au-delà de 350 000 informations individuelles. Alors, bon, au niveau maintenant de l'analyse et du traitement de ces données-là, c'est certainement un petit peu particulier. Du fait qu'il y a quand même une dépendance qui est créée, du fait qu'on a les 10 réponses, les 10 jugements finalement du répondant, ils sont associés justement au répondant. Donc cet effet-là répondant peut induire une forme de dépendance. Alors pour s'en sortir, pour faire l'inférence statistique de manière facilitée et efficace, on a généré des échantillons bootstrap, donc il y en a 500. Bootstrap qui sont fournis dans la base. Ces informations-là nous servent pour pouvoir justement tenir compte de la réalité échantillonnage. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Je n'ai pas le temps ici, cet après-midi, de vous exposer en détail comment on fait pour fabriquer un classement, mais si vous allez voir dans la publication qui est mentionnée ici, alors, vous allez quelque part, ça se trouve être la publication qu'on appelle notre numéro 3 en termes d'ordre de parution. Alors, c'est le Rochelot collaborateur. Page 45 pour la section 3, puis il renvoie à l'annexe 4. Donc, vous avez beaucoup de détails. En principe, c'est pas très compliqué. C'est juste que là, s'il faut le faire correctement pour les 500 échantillons de bootstrap, il faut quand même faire ça avec une bonne programmation. Et donc aussi, ça a permis de pouvoir établir des classements comme ça, évidemment, globalement au niveau provincial, oui, c'est sûr, mais aussi au niveau régional et également des classements au niveau de certains sous-groupes des variables de croisement. Alors, on ferait le suivant. Alors, par exemple, si on prend, on pourrait estimer le classement seulement pour le groupe des hommes qui sont des usagers. On a tout simplement qu'à filtrer au préalable seulement les hommes dans la base de données, puis d'opérer ensuite sur les mêmes étapes de calcul que je mentionnais précédemment. Et dû au fait que les paires ont été randomisées aléatoirement sur les répondants, mais ça fait en sorte que quand on considère pour une paire donnée, l'échantillon de répondants est aussi un échantillon aléatoire. Donc, finalement, ce qui fait qu'on peut comme ça fabriquer des classements pour de multiples variables de croisement, de multiples domaines. Il y en a été construit de ces classements différents-là pour des variables de croisement dans les publications d'enquête, mais c'est certain qu'il doit y en avoir encore plus que ça. Voilà. Alors que la portée de l'enquête, justement, à cause d'un volume de répondants, comme je mentionnais, vraiment considérable, là, on approche les 40 000 répondants. Que c'est en fait la portée régionale, donc il y a essentiellement une allocation
dit un petit peu les nombres, en nombre égaux pour les différentes régions. Donc, en termes de mortalité, donc n'importe régional. C'est excellent. On peut aussi faire des multiples croisements, soit sur des données provinciales, à cause quand même du grand volume qui est là-dedans. On peut sélectionner des domaines assez restreints, puis obtenir encore l'information avec une valeur statistique. Ça aussi, c'est certain qu'au niveau des analyses produites dans les publications à date pour l'enquête, on peut aussi encore être plus loin dans les domaines humains, j'en suis convaincu. Éventuellement aussi, cette enquête-là, il y a des questions qu'elles soient répétées dans le temps. Il reste encore un peu à déterminer, mais il y a des gens qui actuellement travaillent dans ce dossier-là. Et si cette enquête-là était répétée, il faut dire que là, c'était la première édition. Si elle était répétée, ben, on aurait aussi un potentiel pour aller dans le temps, qui est un autre, dans ma vision personnelle, un autre avantage pour s'intéresser à ces données. Dès maintenant, je dirais. Maintenant, rêve. C'est la part du rêve. C'est le segment rêve de la présentation. On a pensé vous livrer à tour de rôle des questions. Il y a évidemment plein de questions qui nous viennent en tête à la suite de l'analyse des données. Plus on analyse les données, dans le fond, plus on a de questions. Mais on a quand même pensé qu'il serait intéressant pour vous, puis si vous en avez d'autres, rêvons ensemble. Mais vous en suggérez quelques-unes au cas où ces données-là vous intéresseraient et comme ces données-là sont disponibles au cas de risque, il serait fort intéressant que vous puissiez y accéder. Donc, je vais commencer par mon collègue. Oui, bien c'est sûr. Dans le fond, on a chacun, pendant l'analyse des données, accroché sur quelque chose qui vient nous chercher un peu plus. Puis, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de tout exploiter ces données-là. Alors, donc, première question, moi, en faisant les analyses, il y a comme une intuition qui ressort, c'est qu'il y a probablement des segments de clientèle qui ont des besoins extrêmement particuliers. Puis là, je vous en donne un, il y en a d'autres, mais celui, entre autres, qui m'a frappé, c'est une espèce de composition, quelque chose qui ressemble à un mélange d'âge ou d'étapes de vie. Et à l'intérieur de la base de données, j'ai l'intuition que dans certaines zones, dans certains secteurs, il y a une clientèle qu'on pourrait appeler par exemple les jeunes familles et que ces gens-là vont avoir systématiquement des réponses différentes. Des réponses autant au niveau du classement d'attente, donc ce ne sont pas les choses n'ont pas la même importance dans le même ordre, mais aussi leur verdict ou leur bilan vont être fort différents. Alors, à titre d'exemple, ce qui me semblait être un profil jeune famille, ces gens-là vont être beaucoup plus sensibles à la question de l'accessibilité des services, aux heures d'ouverture, aux délais d'attente, puis des trucs comme ça. Puis je pense qu'on peut comprendre, en tout cas, on peut penser hypothétiquement là, que ça s'explique bien. Alors donc, il y a ces segments-là. Alors, de la même façon, les personnes qui sont aux prises avec des maladies chroniques, qui ont souvent affaire au réseau de la santé, est-ce qu'eux aussi, ils n'ont pas un profil différent? Et je pense que le pas pour aller plus loin dans une base de données comme ça, c'est d'être capable de faire vraiment une espèce de segmentation de la clientèle. Ce qui serait d'ailleurs très utile pour les établissements de santé, parce que c'est pas vrai qu'avec un sondage de satisfaction, on va pouvoir déployer une approche mur à mur. Dans le fond, les secteurs ont leur couleur particulière, puis comment on peut le mieux possible adapter les services de santé, les services sociaux à la clientèle du territoire. C'est d'autant plus important dans la perspective de responsabilité populationnelle qui est maintenant dévolue à ces nouvelles entités qu'on appelle les C3S. Mon rêve. Je vous ai parlé tout à l'heure de la variable opinion. Et quand on a fait l'analyse des données, on a trouvé que, bien sûr, il n'y avait pas concordance parfaite entre la satisfaction globale et l'opinion à l'égard, l'opinion des usagers à l'égard de leur expérience de référence. Et il y a des usagers qui considèrent
en dépit du fait qu'ils ont été très satisfaits de leur expérience de référence, considèrent que le système est à rebâtir. Donc, on a regardé un peu les caractéristiques sociodémographiques de ces gens-là. Les plus jeunes n'ont pas tendance à penser ça. Par exemple, les moins de 25 ans n'ont pas tendance à penser ça. Mais par contre, les moins de 25 ans, c'est ceux qui sont le plus critiques quand on les questionne sur leur satisfaction. Il y a plusieurs choses comme ça qui étaient étonnantes. Et on sait, par exemple, qu'il y a 15% des personnes qui considèrent que le système est à rebâtir, mais ce n'est pas 15% des personnes, c'est pas 15% de personnes qui sont insatisfaites. Ça m'apparaissait intéressant. Donc, moi, la question que j'avais, c'était, j'aimerais ça pouvoir comparer ceux qui ont dit que le système était à rebâtir. J'aimerais comparer les attentes de ceux qui pensent que le système est à rebâtir avec les autres. Est-ce qu'ils ont des attentes à ce point différentes que ça peut influencer leur opinion au-delà de leurs attributs individuels que sont l'âge, la composition du ménage, ou etc., etc., puisqu'on a vu que les attentes variaient un peu, le classement des attentes variait un peu. Ton rêve à toi. Bon, moi, j'en ai plusieurs, mais je vais me concentrer sur un qui... il y a un aspect, moi, qui m'a beaucoup intriguée. Il y a quelque chose que je pense qu'on n'a pas pensé de dire, c'est à quel moment on a effectué le terrain. Alors, on a commencé en novembre 2006 et on a terminé en juin 2007. Et pour la petite histoire, ceux qui s'en rappellent, on est à ce moment-là en plein pendant l'épisode du C'est difficile. Moi, ça m'a beaucoup intriguée. Pendant qu'on était sur le terrain, je me disais, qu'est-ce que ça va être l'impact? Parce que c'était très médiatisé. Qu'est-ce que c'est l'impact? Comment les gens vont réagir? Est-ce que, bon, ici on nous dit, le thème de l'hygiène, la salubrité, c'est au 5e rang du classement des attentes. Qu'est-ce que c'est que le C'est difficile, toute la médiatisation a eu comme impact là-dessus? Est-ce que ça a eu un impact juste sur le classement qui a été donné à la question d'hygiène, salubrité? Est-ce que ça a eu un impact sur l'ensemble de la perception qu'ont eu les gens sur, tantôt Ghislaine le disait, la satisfaction globale? Est-ce que ça a été influencé par ça? Comment est-ce que ça joue? Moi, j'ai été très, très intriguée par le fait que des gens très satisfaits pouvaient dire le système est à rebâtir. Donc, et en plus, ben, ceux qui travaillent dans le réseau, au ministère ou dans une agence, savent très bien que la plupart du temps, quand on connaît des gens qui ont eu affaire au réseau de santé, ils nous disent, tout étonnés, hey, j'ai eu affaire à aller à l'hôpital aussi ou ça, j'ai été bien servi, j'ai été très content. Je ne dis pas que ça n'arrive pas qu'il y en a qui nous disent l'inverse, mais souvent, les gens nous appellent pour nous dire, hey, non, je suis pas eu de problème. Ils sont comme un peu surpris de ça. Alors, non, ils sont surpris de ça. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que c'était le lien qu'on pouvait faire entre la couverture médiatique et ce genre d'enquête-là. Bien sûr, il y a une partie des réponses qui ne sont pas dans les données d'enquête, mais si c'était le cas, ce ne serait pas aussi facile, ce serait pas mal moins intéressant pour nous autres. Et ton rêve? À mon tour de rêver. Voilà. Okay. En fait, disons, on a publié à date une enquête, on a quand même identifié dans la liste des systèmes dont le niveau de satisfaction se démarquait le plus du niveau de satisfaction globale. Alors, c'est de repérer comme ça des systèmes pour lesquels les répondants se déclarent soit plus satisfaits ou moins satisfaits que leur évaluation d'ensemble. On va essayer de pister un peu, d'identifier ces fameux systèmes-là. Un recoupement que je vois avec les éléments présentés un petit peu plus tôt par Louis au niveau des éléments théoriques, où on dit par exemple les différentes formes, les différents modèles de réponse. Alors donc, on peut aussi imaginer que les systèmes sont pas régis même tous de la même façon pour influencer la satisfaction globale. Et il y aurait par exemple des systèmes dont l'absence de ces systèmes-là fait en sorte que personne ne s'aperçoit de ça sur la satisfaction d'ensemble. Ça passe pas du tout. Mais
dès que cet élément-là apparaît un peu, automatiquement, l'insatisfaction apparaît, le mécontentement. Alors, ça serait une forme de réponse pour un item. Un autre pourrait être à l'inverse, de dire quand il n'y en a pas, l'inverse. C'est quoi l'inverse? L'inverse, c'est que cette fois-ci, s'il y en avait vraiment, ça créerait un bonus au service. Puis s'il n'y a rien, ben, c'est une situation normale, il ne se passe rien de particulier. Vous avez le cas de l'item qui serait en situation à effet critique. Là, il y aurait ces deux éléments-là intégrés, c'est-à-dire que si c'est l'absence, les gens se plaignent. Si c'est la présence en trop grande quantité, les gens se plaignent également. Pour trouver le juste milieu, c'est devenu difficile à trouver. La quatrième forme qu'on peut imaginer, c'est une forme tout simplement linéaire, proportionnelle. Plus j'ajoute de cet ingrédient, plus les gens sont satisfaits, moins j'en ajoute inversement. Alors, cette typologie-là des différents items pourrait être modélisée et on pourrait faire l'application du modèle des tendances pourrait, je crois comprendre qu'on a actuellement les données dans la base de données pour appliquer le modèle de tendance. Alors, il faut donc, si ça vous intéresse, vous informer davantage sur ce modèle de tendance. Vous ne connaissez pas déjà. Il y a de la documentation là-dessus. Si les gens me contactent, je pourrais leur faire suivre ou peut-être qu'on pourrait donner des signaux ou des adresses courriel. Je pourrais donner des informations plus détaillées là-dessus, mais ça peut être aussi une analyse, je pense, pour venir enrichir peut-être c'est ça pour mon aide. Et voilà. Un grand merci à nos 4 présentateurs. Donc, je vais tout de suite passer la parole au public, soit ici, soit à l'Université de Sherbrooke. Donc, une première question ici. Bonjour. Ça fonctionne? Oui? Ah bon. Je n'avais pas l'impression. Je voulais savoir, vous avez parlé d'une possibilité, cette enquête-là constitue une toile de base à laquelle il y aurait d'autres enquêtes un peu plus spécifiques qui pourraient être faites. Comment se feront? Bien là, il y en a une particulièrement qui touche, par exemple, les patients atteints de cancer. Est-ce que ce choix-là se fait certainement pas de façon arbitraire? Comment sont faits ces choix-là? Et s'il y a des thématiques de santé que vous voyez venir qui nous intéressent, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apporter à votre comité? Comment on peut faire procéder ces besoins-là auprès de ceux qui mènent les enquêtes? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je peux juste commencer, puis je passerai la parole à Patricia après. À l'ISQ, en ce moment, on a réalisé cette enquête-là. Il y en a une autre qui vient tout juste de se terminer. On est à la validation des données pour passer par la suite à l'analyse des données. C'est l'enquête qui est sur la qualité des services de lutte contre le cancer, qui, dans le fond, s'adresse aux personnes qui ont reçu des traitements de chimio, de radio ou ont eu une chirurgie dans le cours de leur traitement. C'est une enquête à portée régionale, une enquête provinciale à portée régionale, encore une fois. C'est une enquête qui a été réalisée en mode postal. Et donc, c'est encore une fois une enquête qui permet d'évaluer la qualité des services, mais d'un point de vue particulier pour une sous-population particulière. L'approche utilisée n'a pas nécessairement été une approche satisfaction, comme Patricia vous le disait tout à l'heure. On travaille aussi sur une autre enquête en développement en ce moment pour essayer de cibler des personnes qui ont des besoins particuliers, pour essayer de voir, au-delà des données qui existent dans d'autres enquêtes, qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour eux. Et encore une fois, c'est dans la perspective d'évaluer la qualité, mais de divers points de vue. Patricia, tu voudrais ajouter pour la question du choix d'items et des mécanismes, il y a plusieurs façons, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes dans le réseau, le mécanisme le plus simple, c'est par l'agence régionale de votre coin, en passant par
le directeur général, l'instance qui va de côté. Les décisions sur les enquêtes sont généralement, jusqu'à présent, suggérées par un comité qui travaille au sein du ministère, qui est un comité sur les enquêtes, qui regroupe des gens de santé publique et des gens des volets organisation de services, et qui se penche sur la question et qui discute compte tenu des priorités, compte tenu de ce qu'on sait des problèmes futurs. Par exemple, si je vous disais maladie chronique, ce serait peut-être intéressant, santé mentale, etc. Il y a des thèmes sur lesquels on se penche en disant, voici, on pense qu'on a là besoin d'une enquête parce que, par exemple, les données administratives ne suffisent pas à nous éclairer. On pense qu'on pourrait faire une enquête de bon calibre, etc. On analyse là et ensuite, nous, on retourne au comité pour ceux qui connaissent le réseau, là, ce qu'on appelle le CGR, qui est composé des directeurs généraux, des PDG, des agences. Et ce sont eux qui choisissent d'appuyer ou pas un projet et de le financer ou pas. Donc, c'est un peu, c'est le mécanisme qu'on veut. Vous avez dit au début de votre présentation que l'objectif ultime de vos travaux, c'était d'identifier les priorités d'action pour amélioration de la satisfaction des usagers. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait concrètement par rapport à ça, parce que, puis aussi, comment vous avez partagé ces résultats-là avec les DG, les gens qui peuvent peut-être travailler, qui ont le pouvoir de identifier les actions, parce que je vois dans vos références, peut-être vous n'êtes pas rendu là, mais j'aimerais que vous me donniez des... Bien, je vous inviterais à consulter une publication, entre autres la dernière publication qu'on a fait, qui s'intitule « Regard croisé sur la satisfaction et les attentes des usagers ». Ce qu'on a fait, c'est d'essayer d'examiner, de dégager les éléments jugés les plus satisfaisants et les moins satisfaisants, en travaillant, comme Louis l'a dit, sur la portion des très satisfaits, et de regarder comment, pour chacun des items, ça se comporte, pour essayer de voir quels sont les items. Vas-y, Louis. Ouais. C'est ça. Dans le fond, ce qu'on a utilisé, c'est une approche un peu classique qu'on appelle la matrice des priorités. C'est une méthodologie qui est souvent utilisée où on met en relation finalement la satisfaction avec la hiérarchie des attentes. Donc, la façon dont on a procédé. C'est pas ça? C'est pas la question. Okay. Je pense que la question s'adresse à moi. Ah, oui, Okay. oui. Sur la diffusion. Désolée. Il y a deux façons dont on a procédé, au moins deux. D'abord, il y en a une qui a été le fait de l'Institut de la statistique, parce qu'il faut bien comprendre que le porteur de cette enquête-là, pour toutes sortes de raisons, c'est l'Institut. Et la raison principale, bien sûr, c'est la compétence de l'Institut, mais c'est aussi que le ministère voulait que ce soit clair que c'était l'Institut et que c'était lui qui portait. Bon. Ceci dit, on a d'une part avisé tous les directeurs généraux dès le moment où les résultats ont été rendus publics. Ils ont tous reçu à la fois un résumé des résultats et les rapports des résultats. Il y a eu une conférence, non, il n'y a pas eu une conférence de presse, il y a eu un communiqué de presse qui était celui du directeur général de l'Institut. Mais il y a eu aussi toute une série de petits documents qui ont été envoyés, puis curieux, moi je les ai, c'est parce qu'on n'a pas le même auditoire. Moi, j'ai apporté ceux-là parce que moi, mon auditoire, c'est le réseau de la santé et c'est ça qui a été le plus diffusé. Puis d'ailleurs, dans ce cas-là, c'est moi qui m'en suis chargée. Ça a été envoyé dans tous les établissements. C'est des petits faits saillants qui ont été préparés par les gens de l'ISQ et qui font le tour des principaux résultats selon les trois principaux lieux de consultation, c'est-à-dire les cliniques, les CLSC et les hôpitaux. Ça, c'est ce qui s'est fait vers l'extérieur. Bien sûr, il y a eu toute une autre série de choses qui sont faites à l'interne,
Du côté du ministère, on a eu une présentation. Ghislaine est venue présenter les résultats. Je ne sais pas si vous savez, il y a des midis de la qualité au ministère. Les gens font une conférence, puis ils discutent de résultats comme ceux-là. Donc, il y a eu des présentations, mais aussi, il y a des documents qui ont été cheminés partout à l'interne. Et il va y avoir des discussions sur qu'est-ce qu'on donne comme suite à ça. Qu'est-ce que ça nous apporte comme résultat? Qu'est-ce que ça nous donne comme point de vue sur justement le croisement dont parlait Louis entre les attentes et ce qu'on a observé? On a commenté à l'interne, bien sûr, les résultats qu'on a eus. Curieusement, il y a des choses où les gens ont été surpris de voir la concordance entre ce que les gens savent intuitivement, ce qu'ils peuvent constater concrètement dans le quotidien et les résultats d'enquête. On aurait été très inquiets si on avait des résultats qui ne correspondaient pas du tout à ce que nous, on sait à l'interne. On aurait été très surpris. Mais par exemple, le taux de satisfaction global à l'égard de certaines régions était clairement, on pouvait voir ce que nous, on intuitionnait, on voyait les résultats. Oui. C'est juste que moi, j'ai développé... Pour nos collègues. Très intéressant, les stratégies que vous avez utilisées à ce jour, mais moi, je suis toujours inquiète. Moi, j'ai travaillé 10 ans sur un questionnaire en réadaptation pour mesurer la perception de la qualité. C'est une échelle d'accord et non pas la satisfaction, mais ça, c'est un autre débat. Je suis rendue à l'étape que l'outil ou le questionnaire est fiable, valide. J'ai fait toutes les belles statistiques et j'ai préparé une lettre d'intention au FRSQ pour savoir, OK, comment est-ce que je peux aider les gestionnaires à utiliser les résultats de ce questionnaire? Et alors, on a prévu toutes les infolettes, toutes sortes de présentations, mais eux, ils vont dire, j'ai l'impression dans votre étude, que si ça concerne une région, mais c'est pas nous autres, on n'est pas comme ça. Les gens, en réadaptation en tout cas, ne sont pas prêts à dire, à reconnaître qu'ils ont certaines faiblesses. Ils vont dire, mais c'est notre voisin qui est pas aussi bon, ça nous concerne pas, ou ils sont pas. C'est difficile de faire réaliser les gens que oui, on peut, avec certaines stratégies, faire des améliorations qui sont pas des modifications qui apportent des améliorations. C'est toute cette culture de qu'est-ce que je dois faire avec des résultats. Est-ce que je devrais réagir? J'aimerais que vous... C'était ça ma question de tantôt. Oui, vas-y. Mais c'est sûr que vous abordez, c'est ça, une question qui est bien importante. Comment on diffuse les résultats, puis comment on s'arrange pour que les gens soient partie prenante. Et je pense qu'une des clés à l'intérieur de ça, c'est d'amener dans quelle philosophie, puis dans quelle perspective on le fait. Puis il y a des écueils à éviter. Moi, personnellement, j'en ai fait beaucoup de ces études-là, puis beaucoup à l'échelle des établissements. Et c'est certain, je vous donne simplement un exemple. Nous, notre critère de comparaison, c'est la satisfaction globale. Dans le fond, on a pris la satisfaction globale, puis on dit, en prenant ça, il y a des items qui sont en dessous, des items qui sont au-dessus. Puis, on reprendrait l'étude dans 10 ans, dans 20 ans, on améliorerait les services. Il y aura toujours des choses en dessous, toujours des choses au-dessus. Ça a l'air anodin, là, mais si on fait la promotion d'une approche comme étant une approche qui est relative, puis qui est vraiment dans une perspective d'amélioration, eh bien là, à ce moment-là, les décideurs ne seront pas sur la défensive. Hein? C'est beaucoup dans la façon de présenter les résultats puis d'expliquer la portée de ces résultats-là. C'est certain, puis cette réalité-là, elle est à l'échelle régionale, mais elle est à l'échelle d'un hôpital. Dans mon établissement, quand j'ai fait l'enquête, c'était facile pour une chef d'unité de dire « oui, mais là, ça, c'est parce que c'était pas le bon moment, ou etc. » Alors donc, une enquête de satisfaction, ça se prépare. Il faut expliquer, prendre le temps d'expliquer aux gens la portée de cette enquête-là, qu'est-ce que ça sert, comment on va l'utiliser pour pouvoir amener les gens dans l'action. Et je pense qu'il y a des outils qui sont intéressants. Le modèle, entre autres, qu'on présente, juste le fait de dire, bien, vous savez, la qualité, ça se définit de deux façons. Il y a les cadres normatifs, puis la satisfaction des usagers en est une partie. Juste de dire ça, on vient de clarifier les choses. Quand on reconnaît aussi que la satisfaction, c'est une perception, on évite encore des écueils.
quand on explique à quoi ça sert d'évaluer un écart de satisfaction, en quoi ça peut nous révéler des problématiques, bien là aussi, on est encore en train de faire adhérer les gens à cette démarche-là. Mais je ne dis pas que c'est facile, ceci dit. Je vais demander à nos collègues de l'Université de Sherbrooke s'ils ont des questions, des commentaires. C'est beau. Merci. J'aimerais, si possible, que vous reveniez un peu sur des aspects méthodologiques, sur en fait la validation de l'instrument, savoir quels sont les indicateurs de validité et de fiabilité. Première question. Et puis deuxième question, bon, l'outil qui a été développé, quels sont les ajustements que quelqu'un qui voudrait utiliser cet outil pour un autre contexte qui n'est pas en fait le réseau de santé du Québec, que pensez-vous des ajustements en fait à opérer pour l'appliquer en fait? Je ne sais pas, tu suis allé ou... on peut le faire en deux volets. Bon, dans le fond, comme je vous l'ai expliqué un petit peu au départ, là, un peu l'origine de l'instrument, hein, ça vient beaucoup des travaux qui ont été faits par l'Agence de Montréal. Fait qu'en ce sens-là, on n'a pas fait des validations complètes, hein, en prenant pour base que ces travaux-là ont été faits là, selon les règles de l'art. Et donc, l'origine du concept de service, je vous le rappelle, c'est environ une centaine de groupes de discussion qui avaient été réalisés à l'époque, qui ont fait l'objet de validations successives au cours des années. Le concept de service de l'Agence de Montréal a évolué d'ailleurs entre 1994 et 2005. L'instrument a connu différentes phases, puis des ajustements, des systèmes qui ne fonctionnaient pas et qui fonctionnaient très mal. Donc, ça a été, disons, c'est la validation de base. On est parti sur des acquis, disons, assez solides. Mais quand on a repris cet instrument-là, ben, on ne l'a pas repris aveuglément. Et là, il y a d'autres validations qui ont été faites, il y a les pré-tests. Je pense aussi qu'il y avait des groupes de discussion qui ont été repris, peut-être Sylvain. Mais sur l'autre point, en termes d'adaptation possible à un autre contexte que les services de domaine de santé et services sociaux, c'est ça l'autre question. Sur la portion instrument de mesure de satisfaction, c'est sûr que c'est basé sur la définition d'un concept de service. Fait que déjà, c'est un concept de service assez riche. Je regarde rapidement la liste des systèmes. Plusieurs ont quand même des mentions claires des domaines de la santé pour l'adapter quelque part. Donc, c'est certain que les instruments est à revoir en termes du nombre d'items et lesquels on pourrait revenir, évidemment en ajouter si c'est des. On parle d'un contexte, est-ce que vous avez une idée en particulier dans le service public ou dans un contexte d'offre de services ou de produits, ou enfin de quel contexte ça pourrait être? C'est pour du service public ou OK. Mais au niveau du service public, OK. Je sais aussi qu'il y a un groupe maintenant, à l'époque, qui était au Conseil du Trésor, maintenant, ils sont devenus, font partie du Centre de services partagés et qui ont travaillé sur un concept d'outil québécois de mesure, qui est un élément où il y aurait peut-être des informations plus générales sur le service public en général, avant de les appliquer pour certains points de notification plus spécifiques dans le domaine de la santé. Je ne sais pas si d'autres peuvent ajouter quelque chose là-dessus. Peut-être une nuance aussi. Quand on parle de validation, il faut comprendre que quand on est dans un sondage de satisfaction de cette nature-là, puis qui vise un peu à se doter d'indicateurs, on est plus dans une validité de contenu qu'une validité de construit. On irait vers une validité de construit si on voulait être capable de faire un indice synthétique de satisfaction, qu'on voulait être capable de mesurer chaque individu. Puis ces instruments-là existent aussi dans le réseau de la santé, mais leur fonction est différente. À ce moment-là, c'est plus pour... on va utiliser ces instruments-là pour les mettre en relation avec des issues de santé. Donc, on va utiliser, par exemple, un questionnaire de satisfaction qu'on va croiser avec un questionnaire de résultats. Par exemple, nous, en santé mentale, on va avoir des questionnaires sur l'autonomie fonctionnelle, puis qu'on va croiser avec des résultats de satisfaction.
À ce moment-là, la satisfaction est prise comme étant un résultat et non pas comme un indicateur de la qualité. Je pense qu'il y a une question à l'Université de Sherbrooke. C'est pas vraiment une question, c'était plus pour vous parler. Vous avez l'air de parler de beaucoup de documents que vous semblez avoir sur place. Je voulais savoir si c'était disponible sur des sites web ou ailleurs pour les gens qui sont plus loin. Oui, tous les documents que j'ai cités, d'ailleurs, tous les documents qui sont produits par l'ISQ sont disponibles gratuitement sur le site web de l'ISQ. Donc, si vous allez sur le site web dans publications par domaine, santé, organisation des services, tout ce qui a été produit dans le cadre de l'enquête est disponible gratuitement. D'ailleurs, en plus des 3 publications où on fait l'analyse des données provinciales, à quelques exceptions près quand on prend la région comme variable de croisement, et les fascicules de faits saillants, il y a aussi 2 recueils statistiques qui ont été produits et qui permettent d'avoir des données assez détaillées pour chacune des 16 régions socio-sanitaires. Oui, ils sont là aussi. Oui, tout est là. Je suis étudiant doctoral à l'Université de Montréal, je suis en relation de test. Le niveau d'analyse de mon travail, c'est le réseau de santé et des services sociaux. Donc, tantôt, Madame nous a dit que quelques usagers se sont prononcés que le système était à rebâtir. Est-ce que dans l'enquête que vous avez faite, est-ce qu'il y a des aspects que ces usagers-là ont dit qu'est-ce qui devrait être construit ou rebâti dans le système? Ou ils se prononcent-ils sur les rôles des différents acteurs dans le système, si on voit les rôles du secteur public, du secteur privé, des organismes communautaires? Si ce n'est pas le cas, avez-vous prévu de faire ce type d'enquête? Ou sinon, avez-vous déjà produit ce type d'information à l'égard à ce niveau d'analyse? Système, mais particulièrement au niveau du réseau de santé et des services sociaux. Je vous dirais que non. En fait, il n'y avait qu'une question sur l'opinion, une question qui est généralement utilisée dans les enquêtes de ce type. Donc, on a voulu utiliser cette question-là, ne serait-ce que pour essayer de départager qu'est-ce qui relève de quoi, dans le fond, comme ces 2 notions qui sont malheureusement souvent amalgamées. Donc, on n'a pas questionné les gens qui nous ont dit vouloir rebâtir le système, de quelle manière ils le feraient par la suite. Par contre, on peut penser qu'en regardant tout particulièrement leurs attentes, on pourrait essayer de voir s'ils sont différents du reste des gens qui ne croient pas que le système est à rebâtir. D'où mon rêve de tout à l'heure, qui était, il serait intéressant de pouvoir travailler sur cette portion de l'échantillon et de pouvoir comparer leur classement d'attente à eux et le classement d'attente des autres. Est-ce qu'on retrouve dans le top 10, par exemple, les mêmes éléments? Et peut-être que ça serait une façon, bien indirecte, j'en conviens, mais néanmoins une façon de se demander qu'est-ce que... À moins que, pour ces gens-là, ça aussi on peut le penser, l'instrument qu'on a utilisé, les 41 items, ne reflètent pas dans le fond, ce qu'eux ont envie de dire par rapport au système. Mais ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup pour la présentation. Je trouve ça très intéressant comme enquête et très original. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que c'est original ou est-ce que c'est basé sur... Est-ce qu'il y a des enquêtes semblables comme ailleurs dans d'autres provinces canadiennes ou ailleurs dans le monde? Il y a toute une tradition d'enquête de satisfaction aux États-Unis. Dans le fond, c'est un peu ça s'inscrit, si tu veux, un peu dans cette perspective-là. Il y a des enquêtes dans les autres provinces canadiennes, souvent sur des portions, par exemple, la satisfaction en milieu hospitalier, des trucs comme ça.
Les enquêtes générales, comme celle qu'on a fait, je ne crois pas. L'instrument qu'on a utilisé, encore une fois, je n'ai pas vu. Il y a probablement les dimensions des items qui sont utilisés à droite à gauche, mais pas dans le sens où nous, on l'a fait. Et je pense que la particularité de cette enquête-là, ça a été de vouloir demander aux répondants de se prononcer eux-mêmes sur ce qu'ils considèrent comme étant le plus important. Ça, c'est vraiment le caractère novateur de cette enquête-là, parce qu'il arrive que bien souvent, on le déduit. Et donc, il est mesuré, les attentes sont mesurées, mais de façon indirecte. Alors, nous, on a voulu, l'approche qu'on a utilisée, elle est différente. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses, si on avait le temps et les ressources et tout, on travaillerait tout particulièrement sur les attentes, parce qu'il y a un potentiel incroyable de ce point de vue-là. Par ailleurs, ce que je trouve intéressant quelque part, c'est les attentes, ce qu'elles traduisent aussi, quelque part, au-delà de « je m'attends à avoir ça comme service » ou « je m'attends à l'avoir de cette manière-là », ça traduit quelque part les valeurs des Québécois en matière de système de soins. Quand on parle d'empathie, qu'on parle d'équité, on parle de quoi? On parle de valeurs. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ce qu'on a regardé, nous, quand on a analysé les attentes, on les a regardées par sexe, par âge, par région notamment. Et ce qui était extrêmement intéressant et rassurant, quelque part, par rapport à notre système ou par rapport à notre population, c'est que les attentes ne varient pas d'une région à l'autre. Donc, c'est pour ça que je dis que quelque part, ça doit traduire les valeurs que les Québécois accordent à leur système de santé. Dans une perspective qui leur est propre, là, mais ça représente leurs valeurs. Et donc, il me semble qu'il y a du chemin à faire avec ça. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces données-là pour essayer d'aller plus loin. Je voulais juste ajouter quelque chose à madame qui s'inquiétait à propos de qu'est-ce qu'on allait faire avec les résultats de ça. Hier, je passais toute la journée. Je suis en transfert de savoir. Donc, je passais toute une journée avec tout un gang de monde de professionnels qui parlaient de transfert de savoir. Il y avait deux deputy ministers, c'est le sous-ministre, mais ancien sous-ministre qui parlait de ces résultats-là. Et puis, il y avait une qui disait mais que pour avoir le plus d'impact, c'était mieux d'aller de faire des contacts personnels, mais aller directement, si possible, au sous-ministre, avoir vraiment une bonne conversation, et puis de ne pas inclure le média et tout ça en premier. Il y avait d'autres qui disaient, mais non, le plus important, c'est d'aller parler de ça aux médias, de changer l'opinion publique, et comme ça, on va aller plus de façon indirecte. Mais je pense que ce qu'il disait, c'est qu'il y a une façon d'influencer, qu'en général, l'effet de la recherche sur la politique, c'est très lent. C'est très, et puis, il faut essayer de toute manière de tout diffuser. Et que l'autre chose qu'il disait, c'est que le savoir est social. Donc, c'est vraiment, ça passe par la sociale, et puis l'importance et les rapports qu'on peut avoir avec les gens qui ont des informations, que ce soit public, que ce soit les sous-ministres. Si je peux me permettre de faire du pouce là-dessus, il y a un élément que j'ai oublié. Au niveau de la diffusion aussi, je pense qu'au premier chef, il faut amener l'information à la base. Puis c'est les praticiens, c'est les gens qui sont sur le terrain qui vont amener le changement. Des fois, à tort, on a tendance à bureaucratiser le système. Il faut que les décideurs soient dans le coup, il faut qu'ils soient au courant, etc. Mais ça ne demande pas tous des plans quinquennaux là, pour régler ces choses-là. Quand on dit est-ce que l'intervenant fait preuve d'empathie, d'écoute, etc., c'est les gens qui sont sur le terrain. Et puis ça aussi, habituellement, moi, quand je diffuse des résultats, bon, c'est sûr à petite échelle,
J'avais fait la tournée, par exemple, des unités. J'ai rencontré chaque équipe, mais les gens étaient extrêmement réceptifs. Il n'y avait même pas d'objection. C'est quand on commence, puis demain, on va. Alors, habituellement, les gens là, qui sont directement dans l'action sont très sensibles à ce type de résultats-là. Quand on prend le temps de leur expliquer puis de les diffuser. Bonjour, simplement pour la forme, pour que vous sachiez, nous sommes une entreprise privée qui se spécialise justement dans la mesure de la satisfaction. Entre autres, nous sommes présentement pour parler avec des ministères, donc je trouvais que la question était très pertinente de voir à quel point ça peut s'extrapoler à d'autres types de services. Ma question pour vous est peut-être davantage justement du côté de la satisfaction. Je trouve extrêmement original, effectivement, l'audace de mesurer la priorité, de prioriser les attentes. Au niveau de la satisfaction, par contre, là, je ne sais pas si c'est déjà fait, puisque nous ne sommes pas au courant. Il y a plusieurs variables, entre autres, j'ai vu par exemple l'aspect du 12 mois, c'est-à-dire qu'il a été mesuré une expérience vécue il y a 12 mois. Par expérience, je ne sais pas si vous avez mesuré en covariable, à tout le moins, cet élément pour voir s'il y a des différences, parce qu'on en observe évidemment plusieurs. Il y aurait ce premier élément-là. Le deuxième élément, parce que c'est peut-être plus propre à votre réalité, mais les résultats finaux, je dirais, du traitement reçu. Imaginons par contre, par exemple, que j'appellerais ça l'impact du traitement en lui-même va définitivement être une covariable peut-être à envisager. Et mon dernier élément serait peut-être, je dirais, l'aspect du traitement multiple. Je comprends que vous avez une sélection aléatoire. Par contre, elle peut devenir je vous donne un exemple pour l'expérience que nous avons avec la STM. On sait très bien que si je demande aux gens ici si les autobus sont en retard, votre première réponse en sondage va être extrêmement beaucoup plus élevée que le score réel mesuré par exemple par GPS. Et même si on demande par exemple dans une expérience vécue dans l'immédiat, comme le monde du client mystère, on pourrait dire, ces gens-là vont vous rapporter que les autobus sont beaucoup moins en retard que le courant. Ce qu'on constate, c'est une volonté de répondre dans un sondage d'une manière à générer du mouvement. Donc, par exemple, il y a une prise de conscience, si je déclare que je suis satisfait, je cours donc le risque qu'il n'y ait aucun mouvement généré. Et il y a un biais rapporté énormément fort dans le sondage à cet effet, surtout côté satisfaction. On a tendance à avoir un biais à la négative dans le but de générer du mouvement, surtout, je présume, dans votre domaine. Donc, ma question finale de ça, est-ce que vous avez des covariables que vous avez vues à travers votre étude que vous considérez importantes à considérer justement par d'autres entreprises? En fait, à venir jusqu'à présent, on a fait des analyses très descriptives en croisant finalement la satisfaction avec des attributs individuels de toutes sortes. Donc, on n'a pas, et il y a place à ça, on peut penser à une modélisation beaucoup plus complexe pour aller chercher plus d'un effet à la fois. Maintenant, en ce qui a trait à la période de référence, c'était une expérience effectivement dans les 12 derniers mois. Donc, ça pouvait être l'expérience aurait pu avoir lieu hier, comme elle aurait pu, pour l'usager, elle pouvait avoir lieu dans les 12 mois. Et on voit bien l'effet du temps quand on regarde la satisfaction, les niveaux de satisfaction en fonction de la durée. Depuis l'expérience de référence, on voit bien l'effet du temps ça a tendance à s'en aller dans le milieu, ce qu'on disait. Ça crée une régression vers la moyenne. C'est ça, oui. Voilà. Dans votre cas, ça veut donc dire que les très satisfaits ont peut-être été exclus de quelque chose qui aurait dû être pris pour compte. Si, par exemple, vous aviez dit, de l'année 2006 à 2007, je mesure tout de suite après, vous recevez d'une certaine façon l'information comme quoi quelqu'un vient de recevoir le service, et finalement, vous avez une population, mais qui, pour tout le monde, a été mesurée au même moment. C'est ça. Non, effectivement, on a une variabilité dans la durée, évidemment, dans l'échantillon, étant donné notre méthode d'échantillonnage, c'était impossible d'avoir des durées égales. En fait,
Il aurait peut-être été possible, il aurait probablement fallu composer 500 000 numéros de téléphone. Hein? Donc, c'est pas quelque chose qui est, réaliste dans le fond. Donc, ce que je note par contre de ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est, puis effectivement, il faudrait pousser l'analyse à cet effet, les gens qui considèrent comme étant important un certain aspect vont tendance à se déclarer moins satisfaits, ne serait-ce que pour faire bouger les choses. Sauf qu'on leur demande ce qui nous protège de ça, c'est le fait qu'on leur demande de se référer à une expérience particulière. Et pendant tout le long du questionnaire, c'est pas de manière générale quand vous attendez le bus, c'est quand vous êtes allé au CLSC, avec cette personne-là, avec ce professionnel-là de la santé et des services sociaux, est-ce qu'elle vous a donné de l'information? Est-ce qu'elle vous a parlé comme ci? Est-ce que vous avez eu besoin de? Est-ce qu'elle a été ceci? Est-ce qu'elle a été cela? C'est ça qu'on regarde. Donc, je pense que même comme répondant, tu voudrais que les médecins du Québec soient plus empathiques. Est-ce que tu vas aller déclarer, si ton expérience est très positive, que ça l'était moins parce que tu veux faire bouger les choses? Je ne le sais pas. Mais c'est une bonne question à poser. Est-ce que mais vous je sais pas. aviez donc dans le questionnaire la possibilité de répondre qu'on ne s'en souvient plus? Bien sûr. Parce que l'élément qu'on constate justement lorsque les gens ne s'en souviennent plus, c'est de se diriger vers un comportement. Non, bien sûr. Il y avait la possibilité de dire je m'en souviens plus, il y avait même la possibilité de dire je ne veux pas répondre. Dans quel cas, c'est de la non-réponse partielle de laquelle on a tenu compte. Et évidemment, la non-réponse partielle a été regardée pour être sûr qu'on n'introduit pas de biais. Il va de soi. Est-ce que vous voulez dire, quand on posait une question justement aux répondants, c'était par rapport à une situation bien particulière. Et si la situation qu'ils choisissaient était justement une situation ou bien positive ou négative, ça peut donner une impression finalement que est-ce qu'on pouvait prendre aussi en considération toutes les autres situations qu'il avait connues, lui, dans les réseaux depuis 12 mois, où une seule était considérée. Donc, ce qui veut dire que, pour revenir à ce que je tente d'expliquer, s'il y a une expérience positive qui est prise, ben à ce moment-là, ça donne une impression positive. Aléatoirement cette expérience-là. Presquement au complet. Presquement au complet, de telle sorte que, et c'est ça qu'il faut voir là. C'est sûr que vous pouvez avoir dans une année autant d'expériences positives que négatives, bien sûr. Mais on s'entend pour dire que cette expérience-là a été sélectionnée de façon aléatoire. Donc, l'inférence qu'on en fait... S'il y a une multiplicité des lieux de consultation, c'est choisi de manière probabiliste. S'il y a aussi, je dirais, duplication due au fait que tu es allé à la fois tantôt toi-même, tantôt pour une personne en charge, il y a aussi le mécanisme de sélection aléatoire, qui n'est pas le choix. Et si ensuite, parmi tout ça, c'est-à-dire le lieu de consultation et le type de consultation, mettons pour toi-même, une personne en charge, c'est déterminé. Là, s'il y a multiplicité dans les 12 derniers mois, là, on prend le plus récent. C'est à ce moment-là que c'est la portion probabiliste de la chose. Il y a quand même déjà un bon bout qui est fait pour certainement bien représenter, en tout cas, les différents lieux de consultation, les différentes formes de rapprocher chez les services pour une personne en charge. Parce que la personne aurait tendance, devant une multiplicité d'épisodes de service, de choisir celui qui, là, est tantôt heureux, tantôt malheureux. On lui demande de prendre le plus récent, à savoir qu'est-ce qu'elle répond en fait avec ça. Je sais que l'enquête a déjà fait l'objet de plusieurs analyses, que les résultats... Quelques-unes, pas tant que ça. Mais que les résultats sont accessibles donc, sur le site de l'Institut de statistique du Québec. Ce que je pourrais quand même vous demander à chacun d'entre vous, quel est le résultat qui vous a le plus surpris ou marqué, que vous jugez le plus important ou le plus surprenant? Je vois la question piège. Oui, une question piège. C'est un rêve déjà réalisé. Ah oui, c'est ça. Peut-être commencer. Moi, ce qui m'intéressait le plus et ce qui m'a le plus surpris,
dans une certaine mesure, c'est les attentes. Je dirais, si moi je retenais une seule série de tableaux, je prendrais celle qu'il y a dans les petits fascicules, où on croise satisfaction et attente pour usagers par lieu de consultation. Et où on montre qu'est-ce que c'est qu'étaient les attentes les plus élevées, puis on croise avec satisfaction. Oui. Ou par exemple, tu as dans le cas du réconfort, par exemple, ça c'était pour vous référer, c'est des petits fascicules qui sont publiés, que moi j'ai beaucoup aimé. Puis à l'hôpital, par exemple, à un moment donné, quand on avait les premiers résultats de certaines enquêtes qui ont été faites dans les années 90, on nous disait, par exemple, la propreté, c'est aussi important que la compétence, aussi important que... Là, on nous dit, là où tu as une satisfaction élevée, mais des attentes faibles, c'est le réconfort. Tu t'attends... J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Traitement équitable pour tous, satisfaction élevée, attente élevée. Et je vous dirais qu'en ce moment, moi, je suis en train de regarder l'analyse de performance des systèmes de santé. Il y a une dimension qui s'appelle équité, qui est souvent passée sous le tapis. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Là, ça nous dit que pour la population, en tout cas, ce qu'on peut en déduire, c'est que c'est une valeur fondamentale. Satisfaction faible, attente élevée, délai raisonnable, je n'ai pas été surprise. Tout le monde dit on attend trop longtemps. C'est même chose. Satisfaction faible, attente faible, ne pas répéter les mêmes informations. Il y a des choses là-dedans. Moi, j'ai été très surprise de voir à quel point la lecture qu'on avait grâce à la hiérarchisation reflétait des choses que par ailleurs la population nous dit, soit en se plaignant, soit dans les journaux, soit... Et là, je dirais, le croisement satisfaction-attente corrobore ça, la hiérarchisation montre très bien ça. C'est ce qui m'a le plus surpris. Je ne m'attendais pas à ce que l'enquête aille aussi, reflète aussi bien ces aspects-là et nous éclaire autant sur ces aspects-là. Moi, je peux peut-être aller, mais pour ma part, ça va un peu avec le questionnement dont je vous ai fait part tout à l'heure. J'en ai quand même fait quelques-unes de ce type d'enquête-là, mais jamais avec un aussi important volume de répondants. Et vraiment, dans cette enquête-ci, ce qui m'a plus sauté aux yeux, c'est l'importance d'identifier des segments de clientèle. Parce qu'on ne peut vraiment pas faire une approche qui est mur à mur. Et je pense qu'à travers ces choses-là qu'on a commencé à observer, on a une clé qui est importante si on veut améliorer ou mieux adapter notre offre de service à la population. Oui. Toujours dans le domaine des attentes, peut-être j'ai un attachement plus professionnel et personnel dans ce sujet-là, mais je veux dire, la manière que c'est abordé dans l'enquête, ce que, par exemple, Patricia a mentionné, à savoir qu'on reconnaît quand même notre lecture, en quelque part. On a une lecture de classification hiérarchique que les gens pourraient en faire, en tout cas, on a une certaine lecture. Ça correspond passablement. Mais il y a quand même encore de l'information. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qu'on ne s'attend peut-être pas tout à fait, qu'on reste surpris ou qu'on est. Et là, il y a des écarts par rapport à notre lecture. C'est ça qui arrive finalement à l'apport en information de cette enquête sur ce sujet-là. Alors, je me dis, moi, le petit côté que j'ai émis, c'est justement de constater qu'avec malgré cette fragmentation d'informations-là, quand on reconstituait les classements, ils conservaient quand même leur sens. On reconnaissait quand même là, la lecture du terrain. Donc, c'est quelque chose que je vais me rappeler. C'est le projet. Je viens de trouver. Ouf, j'ai eu chaud. Moi, ce qui m'a surpris, mais agréablement, c'est le fait que, parce que c'est une des premières choses qu'on a fait quand on a commencé à regarder les attentes, la première chose qu'on s'est demandé, c'est « Hey, ça varie-tu selon les régions? »
On peut penser qu'il y a des régions qui sont moins bien servies que d'autres. Donc, tu peux penser que pour certaines régions, tu n'as pas, par exemple, toutes les spécialités, les distances sont plus longues pour différentes raisons. L'offre de service, elle varie d'une région à l'autre. Donc, on aurait pu penser, il n'aurait pas été étonnant de voir que les attentes varient selon la région. Eh bien, non. Et ça m'a étonnée. Mais après le premier étonnement, j'étais agréablement surprise, qui m'a fait faire toute une réflexion sur les attentes versus les valeurs à l'égard du système. Et quand on est arrivé à regarder, de faire nos classements et de parler entre nous, on parlait des top 10, c'est comme les classements d'école ou machin. Évidemment, on ne voulait pas faire des classements d'école, c'est pas ça que je veux dire, mais bon, qu'est-ce qui est le plus important finalement aux yeux des Québécois si ça ne varie pas, puis on a tous les groupes d'âge représentés et toutes les situations possibles de représenter? Ce que je trouvais pas nécessairement surprenant, mais ce que je trouvais de terriblement rassurant, c'est que l'équité était dans le top 10. Et ça, je trouve ça bien rassurant. Et je trouve que c'est un message très fort à envoyer en ces temps d'incertitude et de changement. Comme ça. Mais ça, c'est une chose que les attentes ne varient pas selon les régions. Mais est-ce que la satisfaction, elle, varie selon les régions? Ah ben oui. Ben là, tu as d'autres questions? En complémentaire. En complémentaire, c'est ça. Oui, elle varie selon les régions, bien sûr. La satisfaction globale varie selon les régions. On n'a pas regardé, parce que dans le fond, le seul élément de satisfaction qu'on a regardé selon les régions, qu'on a analysé dans nos publications, quoi qu'elle se retrouve, elle se retrouve dans les recueils statistiques, mais on pense que les gens des agences sont plus en mesure que nous de documenter ça. Mais selon les régions, évidemment, la satisfaction globale varie. Et de façon bien surprenante, ce n'est pas dans les régions les plus éloignées où les satisfactions sont les plus basses. Je vous dirais que là-dessus, là encore, c'était très proche de ce qu'on observe à partir d'autres indicateurs. On est là-dessus pas tombé en bas de notre chaîne. Ce qui est une bonne chose, parce que si l'enquête était allée dans des sens très différents de ce que les données administratives permettent de constater, c'est sûr qu'on aurait pu se questionner sur l'enquête ou sur les données administratives, mais les technocrates d'habitude se questionnent plus sur les données d'enquête. Donc, je vous dirais, dans la grosse brique, là, le rapport, il y a un tableau, si je me rappelle bien, c'est le 11, où on voit très bien le portrait global et c'est très proche de ce qu'on peut dire à partir de données administratives. Je peux même vous dire là, qu'à l'époque où ça a été fait, il y avait des problèmes qui étaient majeurs dans une région, puis c'est celle qui a coté la plus faible. C'était là très clair. Les données administratives, c'est-à-dire le nombre de plaintes? Ben, par exemple, quand on regarde les délais d'attente, quand on regarde le nombre de fois où une urgence, par exemple, va se retrouver avec une difficulté à avoir une couverture, etc., des débordements, des bris de service, tout ça, ça fait partie des choses qu'on voit, qu'à un moment donné, l'enquête, ce qu'elle montre, c'est que dans ces régions-là, les gens se déclarent plus souvent moins satisfaits, globalement. Puis on voit que, par exemple, en milieu hospitalier, la satisfaction est plus faible. C'était très, je dirais, ça reflétait, les données vont dans le même sens, que ce soit administratif ou non. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Terminer en rappelant aux gens qui voudraient accéder aux données détaillées. C'est possible. Toute la procédure est expliquée sur le site du CIX et sur le site du CADRIS. Ou alors, vous pouvez voir je suis le laboratoire qui est situé juste ici avec nous. Juste pour vous dire aussi, pour les utilisateurs de données, il y a aussi un cahier technique
qui permet de faciliter l'utilisation des données. Ce cahier-là se trouve ici, bien sûr, puis il se trouve aussi sur le site web de l'ISQ. Sauf qu'il faut aller dans l'onglet cahier technique. Si jamais vous avez des problèmes à vous y retrouver, ne vous inquiétez pas. Même moi, des fois, j'ai des problèmes à m'y retrouver sur le site web de l'ISQ. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mot et ça me fera plaisir de vous envoyer le chemin. En complément de ce que Lucie disait, je me rappelle que pour les gens qui seraient intéressés à poursuivre dans le cadre soit de mémoire MBA ou de thèse de doctorat, un des règles, on parlait de nos conférenciers, là, les questions qui étaient soulevées, je voulais vous dire que le SIX offre un appui financier, donc à la réalisation des mémoires ou thèses qui se ferait à partir de cette enquête-là ou à partir de la dizaines ou centaines d'autres enquêtes qui sont accessibles ici. Donc, vous pouvez trouver toute l'information sur cette question-là sur notre site. Et je profite parce que le concours vient tout juste d'être lancé et se termine le 15 décembre. Il ne faut pas manquer la date d'écriture. Sur ce, je voudrais encore une fois remercier et féliciter nos conférencières et conférenciers qui ont comblé, j'en suis sûr, toutes nos attentes.